Ce que je me proposais de partager avec vous, c'est la première question, c'est est-ce que la gouvernance est-elle toujours un sujet d'actualité ou pas? Et de comprendre finalement quelles sont les clés aujourd'hui de la création de la richesse économique. On a souvent oublié, confondu, et qui fait que malheureusement on reproduit exactement les mêmes erreurs que certains entrepreneurs ont commis il y a déjà 2 siècles. Paradoxe de Solow, que beaucoup connaissent, et de voir est-ce qu'il est toujours d'actualité ou pas, et quel est le vrai sujet. Et ensuite, ce qu'on considère aussi au niveau du club comme 3 enjeux majeurs de réflexion, mais aussi de mise en pratique pour nos organisations. Et je terminerai par, évidemment, le sujet de la gouvernance SI, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, est-ce que la gouvernance est un sujet toujours d'actualité? De moins en moins. Regardez, j'ai simplement fait une petite étude hier sur Google Trends, et vous voyez que ça intéresse de moins en moins de monde. Et là, je suis bien sur le terme de gouvernance en moyenne. Qu'on utilise le terme anglophone, governance ou francophone, il en est de même. Alors, quand on prend le cas de l'informatique, c'est pareil. Il y a eu un pic vers 2006-2008, un peu plus de 10 ans, un vrai intérêt sur les notions de gouvernance informatique. Et puis aujourd'hui, vous voyez que ça intéresse beaucoup moins de monde. Pourtant, il y a des référentiels qui sont nés de la gouvernance informatique. Le premier vient de l'ISACA, ou de l'ITGI, qui nous explique qu'est-ce que c'est que la gouvernance. La gouvernance, c'est déjà avoir une vision du futur. Une vision à 3-5 ans au minimum. Je dis 3-5 ans au minimum parce que chez nous, quand on pense à 3-5 ans, c'est déjà bien. En Chine, c'est 50 ans, juste au passage. La deuxième dimension très importante, c'est la notion de valeur. Qui est un sujet clé de la gouvernance, c'est est-ce qu'on est capable de montrer de la valeur au travers de nos projets ou de l'organisation de fonctionnement, l'optimisation, etc. Troisième, la maîtrise des risques, fondamentale. Dans pas mal de secteurs, c'est effectivement devenu extrêmement critique. On a la mesure de la performance, la gestion des ressources, et dans ressources, on verra que c'est déjà gérer les ressources informatiques. Et l'ISO a trouvé le concept de gouvernance tellement intéressant qu'ils ont eux-mêmes aussi définit une norme qu'on appelle l'ISO 38500, qui est quasiment la même, peu ou prou. Simplement, ils ont rajouté une dimension qu'avait complètement oubliée l'ISACA, qui était les rôles et responsabilités. Rôles et responsabilités sont aussi un levier de gouvernance. Alors l'idée majeure, déjà, que j'aimerais partager avec vous, c'est que dans ces 2 référentiels officiels, auxquels les auditeurs font de plus en plus appel, quand notamment un conseil d'administration demande de mesurer le niveau de modernité d'une organisation ou de ses managers, eh bien, ce que disent ces 2 référentiels, c'est que la gouvernance informatique est de la responsabilité de la direction générale, voire du board, c'est-à-dire du conseil d'administration. Donc attention, parce qu'on voit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui lancent des audits qui ont pour but de mesurer le niveau de maturité managériale sur le plan numérique de leurs décideurs. Et ils vont suivre l'un des 2 référentiels. Alors pourquoi la gouvernance est de moins en moins intéressante? Sans doute parce qu'il y a un tsunami aujourd'hui numérique, de technologie, je reviendrai dessus dans un instant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la recherche a mené de nombreux travaux très intéressants. Vous savez qu'une des plus grandes, aventures dans le monde de la recherche a été d'identifier s'il existait une corrélation entre le montant de la dépense informatique, OPEX ou CAPEX, en investissement ou en fonctionnement, et le niveau de performance d'entreprise. On a plus de 100-150 études qui sont recensées sur le sujet. Et vous savez quelles sont les conclusions? Il n'y a aucune relation. Tous les chercheurs montrent la même chose, année après année, qu'il n'y a aucune relation entre le montant qu'on met dans l'informatique et la performance de l'entreprise. Alors, une nouvelle race de chercheurs a essayé de regarder est-ce qu'il existait un lien entre les technologies, les nouvelles technologies et la performance d'entreprise. Et bien là encore, il n'y a pas de corrélation. Et, ce qui est intéressant, c'est les premiers travaux qui émergeaient, viennent de 2 chercheurs, il y a une vingtaine d'années, c'est Weil et Broadbent, qui ont commencé à identifier une première relation. Et cette relation se base justement sur le niveau de maturité en gouvernance. Sujet qui a été confirmé beaucoup plus récemment. Ça fait les premières vraies études datent de 2008 et jusqu'à 2015-2017. On voit qu'aujourd'hui, une nouvelle race de chercheurs, alors ce qui m'inquiète plus, c'est que ce ne sont pas des chercheurs occidentaux traditionnels, ce sont plutôt des chercheurs d'origine asiatique,
qui ont établi une corrélation pour la première fois entre l'informatique et la performance d'une entreprise. Et ça se base sur quoi? Donc pas sur les budgets, pas sur les technos, mais ça se base sur le niveau de maturité en gouvernance informatique. Pour faire simple, c'est plus la direction générale s'implique dans le processus d'informatisation, plus les boîtes sont performantes. Donc ça, c'est un résultat majeur que malheureusement, peu de gens connaissent et qui ne sont pas encore rentrés quelque part dans nos entreprises. Alors l'histoire et la création de richesses. Il y a un homme qui s'appelle Angus Madison qui a un peu tout expliqué. Alors Angus Madison n'est pas n'importe qui, c'est le chef économiste de l'OCDE, donc les 34 pays les plus riches de la planète. Et c'est à la fois un économiste et un chercheur. Il a essayé de comprendre comment la richesse est-elle créée au cours du temps. Et il arrive à une conclusion majeure, extraordinaire, c'est que l'homme, par habitant, n'a pas créé de richesse. Du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au 18e. Et il donne même un facteur qui est 500 $ par an par habitant, qui serait une constante, on pourrait l'appeler la constante de Madison, et qui montre que l'homme n'a pas été capable de créer de richesse par habitant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas changé ses méthodes de travail. C'est qu'au 18e, dans certains pays, Grande-Bretagne en premier, puis ensuite, alors on cite des fois les Pays-Bas, et ensuite la France, que pour la première fois, on a commencé à enrichir sa population. Alors, je vous donne à peu près les facteurs que nous a donnés Angus Madison. C'est que pour ceux qui ont fait la révolution industrielle, on constate 10 à 20 ans plus tard une multiplication par 10, qui est énorme. On passe de 500 $ par an par habitant à 5000 $. Et ce que nous dit Angus Madison, c'est n'est pas fini. Il y a une nouvelle révolution, qui n'est pas la révolution numérique, qui est la révolution qu'il appelle informationnelle et des services, parce que c'est vraiment l'information dont il s'agit, qui est au centre, qui est la nouvelle matière première. Et là, on remultiplie par 10 le PIB par habitant. Alors voilà ce que Angus Madison nous a apporté, c'est de comprendre que l'homme ne vient que récemment de créer de la richesse. C'est la première révolution. Et la deuxième, eh bien, elle est en cours. Alors, elle est en cours. Il y a des secteurs comme les banques, assurances, qui, avant même l'existence de l'informatique, ont déjà effectivement multiplié, par un certain facteur, la richesse, ça peut être leurs collaborateurs, etc. Alors, qui est le grand penseur de la révolution industrielle? Qui nous a donné toutes les recettes pour justement créer de la valeur? C'est tout simplement Adam Smith, le fameux père de l'économie classique. Et ce qui est intéressant quand on le relit, c'est qu'il va nous donner deux éléments qui vont être à la source de la création de richesse. La première, c'est la productivité. On fait la même chose, plus vite, moins cher. C'est le fameux exemple de l'usine d'épingles, où en modifiant la manière de travailler, j'arrive à des gains de productivité qui sont, par ouvrier, 50 fois supérieurs. Et qu'est-ce qu'il nous explique? C'est que pour réussir ça, il faut changer fondamentalement la logique du travail. Et il nous amène le concept de spécialisation. Le deuxième concept important, c'est l'organisation du travail. Avant, les corps de métier étaient partagés dans la ville. Si vous pensez à des villes ancestrales comme on peut trouver dans les villes impériales marocaines et autres, on a le quartier des tanneurs, quartier des forgerons, etc. Et là, l'idée maîtresse, c'était de mettre tout le monde sous le même toit. Et on oublie complètement que c'était une véritable révolution dans l'organisation du travail. Et il parle de la mécanisation comme le troisième facteur de productivité. Et d'après Smith, la mécanisation n'amènerait que les troisièmes gains de productivité. D'abord, c'est la spécialisation, l'organisation du travail, et ensuite seulement la mécanisation. C'est juste une petite réflexion que je vous propose de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on met l'outil bien en avant par rapport aux nouvelles formes d'organisation du travail ou de mode de fonctionnement. Qui a mis en place tous ces concepts? Vous les connaissez très bien. C'est Frederick Winslow Taylor, qui a écrit un ouvrage qui va rester célèbre, Les principes de la gestion scientifique. Et qu'est-ce que ça va nous amener? Plein de choses. Ça va nous amener la réduction du temps de travail. Il faut savoir que l'ouvrier Taylor travaillait 8 heures quand les autres travaillaient 12 heures. Il gagnait 3 fois plus en moyenne par heure travaillée, etc. C'est tout ce que Taylor nous a apporté. Alors que Taylor est très décrié, mais ce n'est pas Taylor, l'idée même de Taylor, parce que dans Taylor, il y avait même les gains de productivité, je les partage avec mes collaborateurs. Un tiers pour l'actionnaire, un tiers que je garde dans l'entreprise pour investir, et l'autre tiers, je le partage avec mes collaborateurs. Alors, pour terminer ce point-ci, on a un homme célèbre, Klaus Schwab, le professeur Klaus Schwab,
qui anime le World Economic Forum. Et c'est terrible parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, qui s'appelle « La 4e révolution industrielle » pour expliquer ce qui est en train de se passer. Nous pensons, au niveau du club, qu'il y a une erreur fondamentale aujourd'hui qui est faite. On n'est pas dans une 4e révolution industrielle. On est dans la 2e véritable révolution. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se passer avec Internet, je pense que Gilles Babinet et tous ceux qui me suivront l'expliqueront encore mieux que moi, ne correspond pas au canon que l'on connaissait dans le monde industriel. Par exemple, on est dans des business models asymétriques aujourd'hui. On prend Google, leur savoir-faire, c'est le moteur de recherche, ils gagnent quasiment rien de leur moteur de recherche. On va voir que c'est des billards à 2 ou 3 bandes. C'est-à-dire le simple fait de l'offrir gracieusement, j'ai une audience qui est très importante, je valorise cette audience, je suis une société de publicité, première source de revenus, près de 70% de leur chiffre d'affaires, le reste, je vends de la data, c'est à 2 voire 3 bandes. Le non-cloisonnement. On voit qu'aujourd'hui, les nouvelles sociétés, elles ne restent pas dans leur cœur de métier. Au contraire, elles peuvent passer d'un métier à l'autre. L'information et la connaissance, tout le monde se bat. C'est le vrai débat, c'est le vrai combat aujourd'hui des économies modernes. Puis il y a des propriétés singulières. C'est assez amusant quand on raisonne sur l'information par rapport au produit. Un produit, je vous vends ma voiture, vous avez ma voiture, j'ai votre argent, vous n'avez plus votre argent. Je vous vends une information, vous avez mon information, moi j'ai votre argent, mais j'ai toujours l'information. Donc on a de nouveaux business models aujourd'hui qui sont basés sur ce qu'on appelle ces propriétés singulières. Et donc, ce qui fait que cette révolution qu'on est en train de vivre n'a plus rien à voir avec la révolution industrielle. C'est une nouvelle révolution. Ce sera sans doute la 2e de grande ampleur aujourd'hui que l'humanité aura connue. Et c'est celle-ci qu'il faut réussir. Alors, le paradoxe de Solow, vous avez tous entendu parler, prix Nobel d'économie 87, qu'est-ce qu'il dit ? Je vois des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Qu'est-ce que faisait Solow en tant que macroéconomiste ? Il observait notamment l'économie américaine qui avait massivement investi dans la bureautique. Il le compare à d'autres pays qui ont mis 10 ans, 15 ans à obtenir le même niveau d'informatisation. Et qu'est-ce qu'il constate ? C'est que les États-Unis ne sont pas plus performants, plus productifs que les gens qui n'ont rien fait. Donc là, il a jeté un pavé dans la mare. Et aujourd'hui, il y a une vraie discussion sur qu'est-ce qui fait que toutes les sociétés, toutes les organisations publiques, privées qui ont massivement investi ne sont pas plus performantes. Il y a encore une étude d'IDC très récente qui est sortie et qui montre qu'en fait, les dépenses en technologie croissent bien plus vite que le PIB. Et ce n'est pas fini, ça va encore s'empirer d'ici 2020. Alors effectivement, on peut se poser des questions. Y a-t-il aujourd'hui création de valeur ? Puisque c'est bel et bien ça le sujet. Si on veut améliorer notre société, que ce soit pour nos citoyens, pour nos entreprises et pour notre beau pays, eh bien, la vraie question, c'est sommes-nous en mesure de créer aujourd'hui de la valeur ? Et ça, c'est le plus grand défi, je crois, que nous avons aujourd'hui à faire face. Je rappelle qu'il y a 2 économistes qui sont nobelisables, Larry Summers, l'ancien patron du secrétaire général du Trésor américain, grand économiste, et Robert Gordon, qui ont confirmé sur les chiffres de 2016-2017 le paradoxe de Solow. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont massivement investi, d'un point de vue macro, micro, on arrive forcément à réfuter, mais pas d'un point de vue macro, ne seraient pas plus performantes. Alors, pourquoi ? On a essayé, nous, modestement, au niveau des clubs, d'y réfléchir. Le premier sujet, c'est de dire qu'il y a une confusion terrible dans les termes. Informatique, numérique, système d'information. On voit souvent ces termes mélangés, alors qu'ils ne le sont pas. L'informatique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la fonction qu'on connaît du producteur, mise à disposition de matériel, de logiciels, de services associés. Mais le numérique, alors numérique, on peut le prendre dans tous les sens, c'est que c'est aujourd'hui une activité métier qui est réalisée au travers d'une relation homme-informatique, homme-outil informatique. Quand on numérise, c'est que quelque part, il y a un outil informatique qui va être utilisé et qui sera clé dans le travail. Qu'est-ce que système d'information ? C'est beaucoup plus vaste, puisque dans le système d'information, on a aussi tous les traitements d'information qui se font encore manuels. Évidemment, le SI intègre le numérique, qui intègre la partie, effectivement, outillage. Alors, pourquoi on vous présente ça ? Alors, il y a eu d'ailleurs un article de recherche qui a été écrit dans VSE en 2015, qui est aujourd'hui l'article le plus lu parmi la communauté de recherche francophone, ce qui montre que, même dans la recherche, on a aujourd'hui des difficultés à définir clairement les choses. Alors, quels sont les enjeux ?
L'outil informatique, qui est le côté du producteur, ça pèse pas lourd dans les budgets aujourd'hui, à quelques exceptions près. C'est 1 à 5% du budget de fonctionnement de nos organisations. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne mesure pas le poids du numérique dans nos entreprises. Donc il suffit de regarder quel est le poids des usages de l'outil informatique. Et on arrive, quel que soit le secteur, entre 10 à 50% du budget de fonctionnement de l'entreprise. Ça représente un enjeu. Et le système d'information peserait à peu près 2 fois plus. Donc, pour remettre ceci en perspective, le numérique, effectivement, est un vrai enjeu de direction générale, pas d'informaticien. L'informaticien est dans la partie production, parce que ça représente un enjeu de l'ordre de 10 fois supérieur, alors que le système d'information pèse 20 fois plus en moyenne. Alors, c'est amusant parce que je vois de nombreux DSI chaque année, au travers des différentes formations que nous dispensons. Ils s'appellent tous DSI, mais ils sont tous légitimes sur la partie informatique, rarement sur la partie système d'information. Or, c'est ça le vrai sujet. Et c'est amusant aujourd'hui de voir un décalage de SI vers numérique. SI, ça fait plus très moderne comme gouvernance, alors que numérique présuppose que j'ai un outil informatique. Or non, quand on parle de l'entreprise de demain, l'objectif, c'est de s'assurer, et on va essayer de représenter les grands enjeux, c'est qu'est-ce que je dois mettre ici dans la machine. Ici, en numérique, je peux très bien avoir des traitements machine to machine, M2M, human to machine ou human to human. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que l'informatisation à tout va n'a-t-elle pas des fois dégradé notre productivité? La réponse est oui. On a beaucoup travaillé dans le monde hospitalier notamment. On a pu montrer que certaines tâches qui se faisaient avant en 5 minutes, une anamnèse notamment pour les spécialistes, et je sais qu'il y en a dans la salle, se fait aujourd'hui en 45 minutes. On prend 10 fois plus de temps qu'avant pour faire exactement la même tâche. Alors on a un super outil qui coûte très cher en plus. Qu'est-ce qu'on a apporté à l'organisation? On peut se poser la question. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est aujourd'hui de clarifier ces notions. Qu'est-ce qu'informatique, qu'est-ce que numérique et qu'est-ce que système d'information, et les mesurer. Parce que le vrai champ, aujourd'hui, il est là. Il est entre SI et numérique. Et le but, c'est pas de faire de l'ingénierie informatique, on en a trop fait, mais vraiment de l'ingénierie du système d'information. C'est le principal levier de performance de nos organisations. Ensuite, il y a un foisonnement technologique terrible aujourd'hui, et qui est poussé aussi par l'industrie informatique, qui fait du bon travail à bien des égards. Mais quand on regarde, toujours selon le paradoxe de Solow, qui a créé de la valeur, le producteur, c'est évident. C'est l'industrie informatique. Le consommateur, ça l'est beaucoup moins. D'où la notion de paradoxe de Solow. Donc, c'est inimaginable aujourd'hui tout ce qu'on peut faire. Il ne faut juste pas oublier que le vrai sujet, c'est la data au centre. Et quelle est la véritable lutte qu'on doit avoir? On a vu des dérives dans l'ingénierie, justement, comme le terme de projet informatique. C'est terrible de parler de projet informatique aujourd'hui. On n'a que des projets d'entreprise, on n'a pas de projet informatique. On s'aperçoit dans tout le monde de l'ingénierie que jamais on a appelé un tout le nom d'une de ses composantes. C'est comme si je refais ici, allez, on va dire cette salle, ce projet de bâtiment, et ce qui est le plus compliqué, tiens, c'est la vidéo et l'installation électrique. Et j'appelle ça projet électrique. Non, ce sera toujours un projet de bâtiment, un projet d'entreprise. Donc on a assisté à des dérives qui fait qu'on a mis en place, on a juste focalisé, hyper focalisé sur l'outil et absolument pas sur tous les changements d'organisation, d'usage, de modèle. Et évidemment, la plupart des gens qui se sont confrontés à la transformation sont aperçus qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'est bel et bien de changer, justement, de transformer nos organisations. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie organisationnelle. Ça, c'est la première pathologie de nos organisations. Elles ne veulent pas changer. Elles sont trop habituées à fonctionner comme elles ont toujours fonctionné. Et tout patron qui a essayé, justement, de faire quoi que ce soit s'est heurté à cette fameuse homéostasie organisationnelle. Alors, le troisième enjeu, c'est évidemment, vous l'avez bien compris, c'est promouvoir la gouvernance. Mais qu'est-ce que c'est que la gouvernance? Une petite image du fameux homme de Vitruve, du fameux Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'il nous a montré, Léonard de Vinci? Il y a des éléments à la fois cosmiques, le rond, et des éléments très pragmatiques, la Terre, sans rentrer dans le détail. Et c'est assez amusant parce qu'il a réfléchi sur différentes dimensions qu'on pourrait largement reprendre aujourd'hui si on prend on va dire le terme de gouvernance. Déjà, et c'est ce que la recherche nous a montré, c'est que si je n'ai pas de politique, de vision à 3-5 ans, je rappelle que les Chinois pensent à 50 ans, on n'a aucune chance aujourd'hui
de créer de la valeur. Il faut avoir une vraie vision. Les GAFA l'ont montré, des entreprises qui se réforment, je pense à nos Français Valeo, Accor qui n'a pas le choix, ils ont une vraie vision aujourd'hui de ce que c'est que l'entreprise de demain. Et cette vision est partagée. Et cette vision surtout donne le sens. On n'est pas sur le comment de la technologie, on est sur le quoi ou sur le pourquoi. Deuxième point, et ça a été intégré aussi dans l'étude que Gilles Babinet dirige sur l'évaluation des sociétés du CAC 40, sur la partie digitalisation, c'est oui, mais comment j'interagis avec mon écosystème, élément clé. Et on parle de maturité exogène. Maturité numérique endogène, vous l'aurez compris, c'est comment une organisation fonctionne, se partage les informations, l'orientation processus, la fluidité. Comment des exemples avant l'heure, comme Benetton, est capable de passer d'un processus qui prenait 6 mois pour mettre sur le marché un produit textile à 6 jours. C'est ça, c'est toute la fluidité, à la fois endogène et exogène avec les partenaires. Collaboration numérique. On oublie qu'on a des populations qui font le même métier et qui ne sont pas capables de partager aujourd'hui leur savoir. Ça peut être des infirmiers, des infirmières, des anesthésistes qu'on va retrouver dans les différents domaines de l'hôpital, ça peut être des contrôleurs de gestion, ça peut être des secrétaires, etc. La collaboration numérique est souvent très faible aujourd'hui dans nos organisations. Et enfin, on a mis entre les pattes des outils nouveaux, et on n'a pas forcément accompagné, formé, éduqué nos utilisateurs. Je donne juste un chiffre. Aujourd'hui, on a pu mesurer, c'est toujours la recherche qui le montre, qu'une personne qui doit utiliser hebdomadairement un outil qui n'a pas été formé va coûter 3 à 6 fois plus cher dans l'année que le coût complet de la formation. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de formation et d'éducation. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas une organisation qu'on appelle la DSI, la direction de la transformation, qui avait les moyens aux 5 niveaux d'œuvrer, il y avait peu de chances de réussir. Et enfin, vous l'aurez compris, pour lutter contre l'homéostasie, c'est quelle est la capacité de l'organisation à changer. Et ce n'est pas que les pieds, c'est aussi bien la tête que le ventre, etc. On voit dans de nombreuses entreprises des blocs entiers qui résistent justement au changement. Or aujourd'hui, la gouvernance s'adresse à tous les niveaux. Donc c'est ça notre modeste conseil numéro 3, c'est évaluer la maturité numérique de son organisation et aussi de voir la capacité sur les 2 dimensions de changer. Et enfin, pour terminer, la gouvernance SI, on a vu qu'elle est en perte de vitesse, très clairement. Alors évidemment, le terme qu'on a le plus utilisé, c'est IT governance, ou gouvernance informatique. La bonne nouvelle, c'est quand en français, on cherche gouvernance du système d'information, eh bien regardez la courbe jaune, elle dépasse la courbe bleue de la gouvernance informatique. Ça, c'est plutôt rassurant. Et ça montre que les fondateurs du club, je pense à Almiro de Oliveira, je pense à Claude Saltman et Jean-Marie Leclerc notamment, avaient raison. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est quand on regarde le terme de digital governance, le terme de gouvernance numérique, en fait, on n'associe pas les 2 termes. Et l'impression que ça me donne, c'est qu'on est trop concentré outils et pas assez gouvernance, justement. Et je pense que là, effectivement, il y a de grandes questions à se poser. Alors, j'en ai fini. Je voulais juste, toujours, d'après Google Trends, savoir où se situait la France. 26e position. 26e position, c'est quasiment le rang qu'on a aujourd'hui quand on regarde les pays les plus modernes qui ont fait la révolution industrielle. Vous savez que la France était numéro 2. Quand on regarde aujourd'hui la révolution soi-disant numérique, on serait autour de la 25e, 26e place. C'est un vrai sujet, je crois. On doit aujourd'hui adresser. Si la France veut vraiment tirer toute la valeur et tout le potentiel de ces technologies, sachant qu'on a des gens remarquables en matière d'ingénierie, je crois qu'il faudrait peut-être d'abord penser à la gouvernance des systèmes d'information avant de penser à l'ingénierie informatique.